Je pense que l'Union européenne et l'OTAN ne vont pas survivre à la guerre en Ukraine. C'est ma conviction. De Madeleine Albright contre les Serbes n'a pas besoin d'être démontrée. Elle l'a suffisamment proclamé elle-même. Ne désengage pas de cette affaire-là. C'est la Providence qui t'a désigné pour aller au Kosovo. Ça va être difficile, mais tu iras. Et l'envoi en mission en 48 aux États-Unis avec une lettre de mission qui est très claire. En clair, en résumé, méfiez-vous de nos amis américains. Et l'ONU, c'est une suite d'échecs retentissants en Afrique. Ça a toujours été. Faire au pied, c'est des procédés communistes. Cher Jacques, bonjour. Cher Slobodan, bonjour. Je vous remercie de m'accorder de votre temps pour cet échange qui sera diffusé sur la chaîne Pogledi FR pour les francophones et le même jour en sous-titré en serbe pour sa chaîne sœur Pogledi Kragujevac en Serbie. Alors mon collègue, on ne vous présente plus, mais je vais juste rappeler que vous êtes issu d'une famille d'officiers de l'armée française. Votre père était général de brigade, prisonnier de guerre des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 fois évadé, mais hélas 3 fois repris. Votre grand-père était général de brigade, qui participera aussi à cette guerre et à la libération de la France. Vous avez un oncle, héros de la résistance et compagnon de la libération, et un grand-oncle mort pour la France et la Serbie sur le front de Salonique en 1916. Vous-même, après une formation à Saint-Cyr-Coët-Guidan, vous optez pour le régiment de parachutistes de la Légion étrangère et à la fin de votre carrière, il y a 25 ans, vous atteindrez le grade de colonel. Y a-t-il eu autre chose que votre environnement familial qui vous a décidé à embrasser une carrière militaire et pourquoi avoir arrêté votre carrière avant d'avoir potentiellement atteint le grade de général? Plusieurs questions dans une seule question. Je vais essayer de répondre rapidement. Oui, bien sûr, il y a l'atavisme, entre guillemets, dans mon choix d'embrasser à mon tour la carrière militaire. C'est certain parce qu'il y a l'exemple de mon père, l'exemple de mon grand-père, l'exemple de mes oncles, l'exemple familial, si je puis dire, qui a beaucoup compté pour moi. Et puis aussi, il y a l'attraction très forte que je ressens tout jeune, parce que mon père est à ce moment-là, c'est après la guerre d'Algérie, il a fait la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, mais il a fait aussi la guerre d'Indochine. 3 séjours de 1953 à 1945, je veux dire, à 1953. Et puis la guerre d'Algérie, de 1957 à 1961. Et années pendant lesquelles j'ai été conçu, je suis né, comme mes frères et sœurs, mais où je l'ai pas beaucoup vu, évidemment. Et j'ai commencé à le voir vraiment à partir des années 62, avec des séjours africains qui se sont enchaînés, le Sénégal, la Mauritanie, Djibouti. Et là, c'est là que j'ai vraiment attrapé le virus, si je puis dire, face à ces grands espaces du Sud, avec des nuits étoilées et magnifiques, avec l'appel du désert, si on peut dire. Et c'est vrai, alors, l'appel de l'Afrique, l'appel de ces territoires qui étaient pour moi fascinants. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé à mon tour, à un moment donné, de me dire, ben moi je serai militaire, je serai officier, et je choisirais la Légion étrangère, parce que la Légion étrangère, pour moi, c'était quelque chose de fascinant aussi. C'était pour moi l'élite de l'armée française. Ça représentait l'élite de l'armée française. Et puis, c'était quelque chose comme 138 nationalités à l'époque. Donc c'était, si vous voulez, un melting pot extraordinaire où se brassaient et s'amalgamaient des jeunes gens d'origine extrêmement différentes, de races différentes, de religions différentes, de cultures différentes, mais qui devenaient français. Certains français par le sang versé, alors que moi j'étais tout simplement né français, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai eu une passion pour la Légion étrangère que j'ai toujours, qui est un peu une deuxième famille pour moi. C'est là aussi que j'ai compris d'ailleurs la complexité de la Yougoslavie à l'époque, parce que j'avais sous mes ordres comme commandant de compagnie au 2e REP, régiment étranger de parachutistes, j'avais des Yougoslaves. On ne parlait pas à l'époque de Serbes, de Croates, de Slovènes, de Macédoniens, on parlait de Yougoslaves ou de Monténégrins. Et voilà, j'ai découvert ça sur le terrain, si je puis dire, les subtilités qui faisaient
les différentes nationalités de ce pays qui était la Yougoslavie, l'ancien royaume de Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie d'époque, avec ce personnage particulier, controversé, qui est le maréchal Tito. Voilà, mais c'est ça un peu mon histoire. Et alors, ma carrière a été africaine, elle n'a pas du tout été orientée vers l'Est, alors que à l'époque, les 3/4 de l'armée française, leur horizon, c'était la ligne de des Vosges, si je puis dire, avec la menace soviétique de l'époque, ressentie comme telle, la menace communiste, il faut le dire, parce que plus que soviétique, c'était la menace communiste. Et c'est pour ça que moi j'ai été élevé dans une ambiance particulière. Je me souviens qu'enfant, je jouais avec ma sœur, avec laquelle j'ai 2 ans de différence, dans un square qui jouxtait la faculté, ce qui est aujourd'hui la faculté de Dauphine à Paris, et qui à l'époque était le quartier général de l'OTAN. Donc ça c'est un peu les origines, c'est les fondements, c'est voilà. Et je n'ai découvert en fait sur le terrain le drame de la Yougoslavie, de l'éclatement de la Yougoslavie, qu'à partir du moment où j'ai été affecté à l'état-major de l'armée de terre d'abord, et ensuite au commandement des opérations spéciales, où j'ai fait une première mission de quelques jours à Sarajevo. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était en hiver. J'ai été hébergé à Tito Barracks au milieu d'une foule d'officiers américains. La seule langue autorisée, si je puis dire, c'était l'anglais. J'ai toujours préféré parler le français, même à des Américains ou à des Britanniques. Et surtout, il faisait très très chaud. Ce baraquement était surchauffé. Et j'ai ouvert, j'avais un lit picot, un lit de campagne, si vous voulez, pas loin d'une fenêtre, un double vitrage bien fermé. Il neigeait dehors et vers 4 ou 5 heures du matin, j'avais tellement chaud que j'ai ouvert un peu, j'ai entrebâillé la fenêtre. Et ce qui m'a permis d'entendre à 5 heures ou 5h30 l'appel du muezzin à la prière musulmane. Et alors ça m'a profondément troublé. Bien sûr, intellectuellement, je savais la présence musulmane ancienne dans les Balkans et en particulier en Yougoslavie, mais c'est la première fois que sur le sol européen, avec la neige qui tombait drue dehors, j'entendais le chant du muezzin que je connaissais par cœur, parce que je l'avais entendu combien de fois en Afrique, dans des endroits différents d'Afrique. Voilà. Et la deuxième, c'est une expérience très courte, mais qui m'a marqué. Et la deuxième expérience, évidemment, beaucoup plus marquante encore, c'est le Kosovo, où j'ai été désigné disons, à la rentrée 98, en septembre 98, quand on a commencé à parler du Kosovo sur toutes les chaînes de télévision mondiales à l'époque, et françaises en particulier. J'étais au commandement des opérations spéciales et j'ai été désigné comme responsable de ce dossier, si je puis dire. À l'époque, c'était encore un dossier de planification. On ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Et je l'ai suivi. Et alors, au COS, à l'époque, la tradition, la règle était que quand vous occupiez d'un dossier comme officier supérieur, s'il y avait projection de force après sur le terrain, vous en étiez le chef. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc dès janvier 99, j'ai été amené à me propulser sur le terrain. Ce que j'ai vu au Kosovo, on y reviendra peut-être, m'a amené à me dire, une fois de plus, la France s'est trompée de politique internationale. Elle a trahi une amitié séculaire, qui est l'amitié franco-serbe. Nous avons choisi de soutenir nos meilleurs alliés qui sont nos pires ennemis. Je pense aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne, qui n'ont jamais été nos amis, et à l'Allemagne, qui n'a jamais été non plus notre ami, au détriment d'une amitié et d'une alliance qui avait été scellée dans le sang, dans l'histoire, et en particulier au cours de la Première Guerre mondiale, les combats de 14-18. Comme vous l'avez rappelé, j'ai un grand-oncle qui est tombé au combat côte à côte avec ses frères d'armes serbes en 1916, en octobre 1916, sur le front macédonien, dirait-on aujourd'hui, du côté de Bitola.
Et ça m'a beaucoup marqué parce que enfant, chez mes grands-parents, il y avait sa photo, son cadre avec ses décorations, etc., que j'ai donné à mon fils aîné, qui est officier, pour qu'il garde cette tradition, qu'il n'oublie jamais cette amitié franco-serbe fondée, je dirais, sacrée dans les combats. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors pourquoi, quand je suis rentré de cette expérience au Kosovo, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner mon père dans les derniers jours de sa vie. Il était en train de mourir d'un cancer. Il m'attendait, en fait. Il voulait avoir le compte-rendu de ma mission, si je puis dire. Donc je lui ai donné le compte-rendu de ma mission. Je lui ai expliqué que j'avais fait ce que je pouvais, ce qu'il m'avait dit de faire. Parce que j'avais été tenté, à un moment donné, de me faire réaffecter sur un théâtre africain, plutôt que celui-là, compte tenu de tout ce qu'il m'avait dit de la tradition de cette amitié franco-serbe. Et il m'avait dit non, tu ne te désengage pas de cette affaire-là. C'est la Providence qui t'a désigné pour aller au Kosovo. Ça va être difficile, mais tu iras. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja: falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi, Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi, Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga, Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi, Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Avec une capacité de discernement que n'aurait pas forcément l'officier qui te remplacera automatiquement si tu n'y vas pas. Donc tu y vas, parce que c'est ton devoir, et tu ne te dérobes pas à ton devoir. Voilà, et donc quand j'en suis rentré, je lui ai évidemment pas dit ce qui me trottait dans la tête, mais j'ai pris la décision, dans le fond de moi-même, qu'il fallait mieux que je quitte cette armée, que j'aimais, qui était ma famille, mais dans laquelle je me sentais comme un intrus, si vous voulez, amené à faire le contraire de ce qui me semblait être bon et bien, ne serait-ce que pour les intérêts français, à commencer par les intérêts français, et donc qu'il fallait que je retrouve ma liberté. Et donc j'ai entamé le processus de départ dès la rentrée 99, dès septembre 99. J'ai fait mon adieu aux armes le 16 décembre, le jour de mon anniversaire, 99. J'ai consacré l'année 2000 à me reconvertir, c'est-à-dire à me préparer à la vie civile à laquelle je ne connaissais rien, parce qu'il fallait que je fasse vivre ma famille, j'avais 6 enfants à charge, et voilà. Voilà, vous avez l'historique résumé, peut-être un peu long, mais de ce que je voulais vous dire pour cette première question. Il n'y a pas de superflu dans votre réponse, je trouve. Voilà. Alors, comme vous le savez, nous sommes une chaîne YouTube qui principalement cherche à faire connaître la vérité sur l'histoire des Balkans, et principalement celle de la Seconde Guerre mondiale, qui longtemps était un sujet tabou, surtout en Yougoslavie, ainsi du général Draža Mihailović, dont l'héroïsme et le sens de l'honneur est encore de nos jours mal connu, quand lui-même n'est pas sali et diffamé. Avez-vous des souvenirs du temps de votre jeunesse, de ce qu'on racontait dans votre environnement et votre famille à propos des Serbes et des Tchétniks du général Mihailović? Oui, bien sûr. Alors, mon grand-père était de la promotion de Saint-Cyr 1913-1914, qui est parti au front en uniforme de Saint-Cyrien, en casoar et gants blancs. Génération qui a ensuite passé par l'école de guerre un peu plus tard, etc. Et il était plus jeune en promotion que le général de Gaulle, mais il connaissait toute cette génération. Ça a été ses chefs ensuite, le maréchal Juin par exemple, pour lequel il avait beaucoup de considération et d'affection.
Et le nom du général Draža Mihailović était très connu dans l'armée française à cette époque, parce qu'il avait fait l'école de guerre à Paris, qu'il y avait eu nombre de camarades français, et que ces camarades français en gardaient un très grand souvenir, en fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le général de Gaulle n'a jamais voulu serrer la main du maréchal Tito. C'est parce qu'il le rendait responsable de ce crime qui a consisté à considérer le général Mihailović comme un traître, alors que c'était un héros qui avait promu la résistance yougoslave dans la patrie et qui était resté jusqu'au bout fidèle à sa foi et à son roi. Alors dans ma famille, qui est de tradition catholique très ancienne et de tradition royaliste très ancienne, un général serbe orthodoxe fidèle à sa foi et à son roi, c'était forcément une grande figure. Voilà, donc mes grands-parents m'ont amené à le considérer comme tel, et mes parents aussi. Quand notre ami Buisson, je cherche son prénom, Jean-Christophe, a sorti son livre sur le général Mihailović, un héros trahi par les Alliés, c'est mon père qui me l'a offert. Voilà. Avant même que je puisse me rendre dans une librairie, mon père a tenu à me l'offrir, en me disant ça c'est un livre à avoir dans ta bibliothèque et à transmettre un jour à ton fils. Voilà. Donc c'est pour vous dire, je connais aussi, j'ai lu avec émotion aussi la citation à l'ordre de l'armée que le général de Gaulle a attribuée sur la croix de guerre française 39-45 au général Mihailović, et c'est pour vous dire que c'est une figure importante pour moi dans l'amour que j'éprouve pour la Serbie. Voilà. Alors, pour passer du coq à l'âne, du point de vue de quelqu'un d'extérieur aux questions de défense, on a l'impression que ces dernières décennies, l'armée française, mais c'est aussi le cas probablement des autres armées occidentales, est majoritairement utilisée en projection à l'extérieur du pays, alors qu'à l'intérieur, elle est employée dans des missions relativement peu utiles, comme Sentinelle en France, par exemple. L'armée étant une institution prioritairement conçue pour la défense du territoire national, comment, avec le recul, considérez-vous ce choix de l'utilisation de l'armée à l'extérieur quand on voit la dégradation de l'état de la société française dans de nombreux endroits à l'intérieur? Et que dites-vous à ceux qui pensent que seule l'armée peut remettre de l'ordre dans les quartiers gangrénés par la drogue, la violence, les mafias? Ça, c'est une question très difficile, parce qu'en fait, elle est très politique, en réalité. Si vous voulez, l'armée française est là pour la défense du pays, mais elle est là pour la défense des frontières, face à une menace extérieure. Or, aujourd'hui, on voit bien que la menace est aussi intérieure, et je dirais même la vraie menace existentielle pesant sur la France aujourd'hui, elle est intérieure. Elle existe, elle est malheureusement en djellaba, en babouche, et incarnée par un certain nombre de voiles dans un certain nombre de quartiers. C'est bien triste parce que la France a une longue tradition de fréquentation des pays musulmans, qu'elle a toujours respecté, majoritairement. Mon grand-père, dont on parlait à l'instant, a commandé en 1944-45 les Goum marocains, après le général Guillaume, qui était son camarade de promotion, et qu'il avait récupéré comme second pendant la campagne d'Italie. Il faut lire cette très belle prière pour nos frères marocains, des Goum marocains, écrite par des officiers français qui étaient chrétiens, catholiques, et qui avaient écrit cette prière pour leurs goumiers qui se faisaient tuer pour la France. Mon père a commandé des harkis. On a été proprement dégueulasse avec les harkis en 1961, 62, 63. Je parle de la politique française. Dieu merci, il y a eu des officiers français pour sauver l'honneur et ramener ces musulmans en France. Donc il ne s'agit pas d'être anti-musulman. Mais il s'agit, comme d'ailleurs l'avait dit De Gaulle très bien, d'accepter en France un certain nombre de minorités qu'ils méritent, qui ont payé de leur sang le droit d'être français, mais pas d'ouvrir la porte à une immigration sauvage qui n'a qu'un but, c'est bouter le français et le chrétien hors du royaume pour en prendre la place et organiser ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
D'ailleurs, en passant, j'ai eu un peu cette impression au Kosovo en 1999, sur le terrain, toute échelle par ailleurs, toute proportion gardée. Voilà. Et donc c'est compliqué parce qu'on est face à des amalgames terribles. Aujourd'hui, il y a une situation qui est compliquée sur le plan international. L'armée française, elle a été systématiquement dépouillée, diminuée, rognée depuis des décennies. Ça a commencé, je dirais que ça a commencé sous le président Mitterrand, avec les fameux dividendes de la paix de Laurent Fabius. Donc on a rogné les budgets, l'armée française a connu une attrition extraordinaire de ses effectifs. Quand vous savez qu'aujourd'hui on a une armée qui est aux alentours de 100 000 hommes, mais quand vous prélevez la substance combattante de cette armée, c'est à peu près aujourd'hui 40 000 hommes, en ratissant les fonds de tiroir, si vous excluez les états-majors, les fonctions logistiques, les fonctions de renseignement, etc., etc. Donc c'est dire, je parle de l'armée de terre là, mais l'armée de terre c'est à mon avis la plus importante parce que c'est elle qui tient le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'armée de l'air ou de marine, au contraire, bien sûr. Surtout pour la France, qui est un pays ultramarin, qui est le deuxième domaine mondial maritime, ce qu'on oublie souvent. Mais voilà. Donc on a une armée française aujourd'hui formidable, au plan humain, au plan moral, au plan de la qualité globale des individus qui la servent. Mais elle est en très petit effectif et elle est dotée de manière échantillonnaire. Alors quand vous prenez les événements récents, on n'a plus de stock de réserve de munitions aujourd'hui parce qu'on les a donnés à l'Ukraine. On a un nombre ridicule de pièces d'artillerie, on parle du fameux canon César, mais parce qu'on les a donnés à l'Ukraine, etc., etc. Donc on a dépouillé l'armée française depuis 40 ou 50 ans. Et on la dépouille encore plus aujourd'hui. Voilà. Alors les budgets ont l'air de remonter, mais c'est un peu de la poudre aux yeux. En réalité, il n'y aura pas plus de chars, il n'y aura pas plus de pièces d'artillerie, il n'y aura pas plus d'avions de combat, il n'y aura pas plus de drones, puisque le drone c'est un peu l'arme nouvelle qui est en train d'envahir tous les champs de bataille et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Voilà. Et donc cette armée française, alors elle a toujours eu une composante défense du territoire. C'était la défense opérationnelle du territoire, la DOT, qui a disparu avec finalement, en gros, à cause de la disparition de la conscription. La DOT, c'était plutôt des régiments formés de réservistes, qui avaient été d'anciens appelés, qui avaient été formés dans des régiments opérationnels, d'actifs, et qui reprenaient les armes pour défendre le département, les collines environnantes de la cité, face à des menaces particulières d'infiltration, de déstabilisation. Aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que la conscription a disparu. C'était un élément très important, à mon avis, de la réalité de l'armée dans la nation, de la présence de l'armée dans la nation. C'était un moyen considérable d'élever le niveau à tout point de vue, et d'abord patriotique, de notre jeunesse. Tout ça a disparu de par la décision du président Chirac de suspendre. Alors il n'est pas supprimé, mais aujourd'hui on a bradé le parc immobilier de la défense, que ce soit les casernes ou les camps d'entraînement, etc. Tout ça a été bradé dans des conditions terribles. On n'a pas les moyens aujourd'hui de rétablir le service militaire si on le voulait. Et puis ça coûte de l'argent, bien sûr, et on préfère donner de l'argent à des associations qui alimentent la semi-rébellion dans les banlieues, etc., etc. Je ne dis que la réalité, qui commence à être connue, évidemment, de beaucoup de nos concitoyens. Voilà, donc pour moi, l'armée française, si vous voulez, c'est un dernier recours, évidemment. Mais le jour où vous verrez le deuxième REP intervenir dans des quartiers, dans des banlieues, c'est que la situation sera insurrectionnelle, en fait. Alors ça nous attend peut-être. Moi, je pense que certains disent que la guerre civile est déjà là, ou qu'on va vers la guerre civile.
je pense malheureusement que cette éventualité n'est pas à exclure. Et des amis serbes me l'avaient dit à l'époque du Kosovo, m'avaient dit, vous savez, ce que nous vivons là, vous vivrez à votre tour dans 30 ans ou dans 40 ans. On le sent venir. Et en fait, pour revenir à mon père, qui m'a beaucoup marqué, il est mort en 2000, il est mort, que dis-je, en 99, le 12 juillet 99. C'est ma mère qui est morte en 2000, 6 mois après. Il m'avait annoncé tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, réellement, voilà. Donc, qui est vraiment sous nos yeux le décor un peu tragique de la situation de la France aujourd'hui, voilà. Alors, la déclaration récente du chancelier allemand de vouloir faire de l'Allemagne la plus forte armée conventionnelle d'Europe a relativement peu scandalisé dans les médias en France. Comment interprétez-vous ce manque de réaction? Pensez-vous qu'à l'avenir, la France puisse avoir à devoir se défendre d'une agression venant d'outre-Rhin? Et plus largement, y a-t-il un risque de voir ressurgir les heures les plus sombres sur le continent européen de cette provenance? Alors moi, je suis d'une famille lorraine aussi, donc tout ça c'est très, vous allez me dire, c'est très implanté dans le terroir. Hein. Oui, je suis issu d'une famille implantée dans le terroir profond de la Lorraine. La Lorraine, c'est l'Alsace et la Lorraine. C'est les provinces perdues lors de la guerre de 1870 face à la Prusse. Et dans ma famille, on a toujours considéré que l'allemand était notre ennemi le plus immédiat, en fait, pérenne et le plus immédiat. Et après, il y a eu la vérification en 14-18, malheureusement, dans des conditions épouvantables. Et puis, deuxième vérification, si je puis dire, en 39-45. Mais vous avez encore la vérification aujourd'hui, quand vous voyez la politique de l'Union européenne, qui est un organisme finalement à la botte des États-Unis d'un côté et donc de l'OTAN, mais également de l'Allemagne. L'Allemagne, d'ailleurs, c'est très significatif que la Commission européenne soit présidée aujourd'hui par Ursula von der Leyen, dont les ascendances nazies sont connues et qui se comporte comme telle. Donc, bien entendu, on voit bien les tendances du chancelier Merz, sa volonté profonde, pathétique même, de reconstituer la puissance militaire allemande. Alors moi, je peux vous dire qu'il y a quand même du chemin à faire, parce que je connais un peu la Bundeswehr, je connais quelques officiers remarquables de la Bundeswehr, qui d'ailleurs partagent beaucoup de mes idées. Mais l'état général de l'armée allemande est catastrophique, on va dire. Il est loin d'être... alors même comment dirais-je, la situation économique de l'Allemagne était meilleure ces dernières années que celle de la France, mais je pense qu'elle va se péricliter et se dégrader du fait de tout ce qui vient de se passer, en particulier au plan énergétique. La puissance allemande économique va décliner. Elle est déjà en train de décliner. Donc, comment voulez-vous, avec une population qui est soumise à tant de dégradation morale depuis tant d'années, reconstituer une armée qui se tienne en quelques décennies? Voilà. Je n'y crois pas. Dieu merci. Parce que l'Allemagne réunifiée, avec sa partie Est, qui est à mon avis la plus solide, la plus... humainement la plus courageuse, la plus volontaire, l'Allemagne est quand même malade, en particulier de l'immigration étrangère, et très très atteinte. On le voit à travers toutes ces histoires qui surgissent régulièrement. Ils sont dans un état qui est probablement, à mon avis, pire que le nôtre. Voilà. Et il n'y a pas d'embryon d'armée solide aujourd'hui. Voilà. À part peut-être une ou deux unités spéciales, unités de parachutistes ou autres qui se tiennent, mais dans l'ensemble, voilà. Et l'armée allemande ne tolère pas le retour aux valeurs, entre guillemets, guerrières de l'armée allemande d'antan. Donc, je suis persuadé que tout ça est beaucoup de discours et pas beaucoup de réalité derrière. On verra bien, mais je ne crois pas. D'accord. Bon.
Alors, vous avez été sous le feu des projecteurs médiatiques par la publication de deux ouvrages que je vais montrer à l'écran. Les larmes de l'honneur et L'Europe est morte à Pristina. Ce dernier est publié aussi en serbe. Il s'agit de votre témoignage de vos missions au Rwanda en 94, puis au Kosovo Metochi en 99. Je les recommande vivement pour ceux qui veulent se rendre compte de la réalité du terrain à l'époque de ces deux événements. Alors, dans les larmes de l'honneur, vous vous posez beaucoup de questions sur la faiblesse des moyens autorisés par les Nations Unies pour la restauration de la paix au Rwanda. 30 ans après, selon vous, quelles ont été les raisons profondes qui avaient conduit à gérer aussi mollement un conflit qui durait depuis déjà 4 ans au moment où vous y arrivez, alors qu'on a mis tant d'empressement dans le conflit yougoslave contre une des parties au conflit? Alors, si vous regardez bien une chose, il faut parler de l'ONU. Parce que l'Organisation des Nations Unies, qui est imparfaite, mais qui néanmoins est issue de Yalta, de la conférence de Yalta, l'ONU a quand même permis plus ou moins de maintenir peu ou prou un espèce de semblant de paix, très, très imparfait, puisque l'exemple de la Yougoslavie sur le continent européen est là pour nous rappeler que là ça n'a en tout cas pas marché, que le premier vrai conflit de haute intensité se situe entre 91 et 99 sur le continent européen, ça concerne la Yougoslavie. Mais l'ONU a toujours failli en fait sur le plan militaire. L'ONU déploie des forces qui sont des forces hétéroclites, qui viennent d'un certain nombre de pays, qui payent, qui sont heureux plutôt d'être payés pour y déployer des soldats, déployer des forces, déployer des troupes, et dont la fidélité, entre guillemets, à l'ONU reste quelque chose d'un peu improbable. On ne meurt pas pour l'ONU, on meurt pour sa patrie. On ne meurt pas pour l'ONU, on ne meurt pas pour l'Union européenne, on ne meurt pas pour l'OTAN, je pense, à mon avis. Mais l'ONU, c'est une suite d'échecs retentissants en Afrique. Ça a toujours été. Prenez les événements du Congo dans les années 60, la rébellion, Lumumba, etc. Ça a toujours été une catastrophe. Alors, finalement, en Yougoslavie, l'ONU s'est essayé un peu au problème, mais ça n'a rien donné. Et ça n'a bougé qu'à partir du moment où l'OTAN a pris la relève. Tout simplement d'ailleurs dans une action très fortement anti-yougoslave et anti-serbe, qui a consisté à valider l'éclatement de la Yougoslavie en divers États que l'on connaît bien aujourd'hui, de la Slovénie à la Croatie, en passant jusqu'au Monténégro et aux soi-disant République fantoche du Kosovo Metochi. On voit bien que c'était ça l'objectif. Mais en réalité, vous avez sur le plan pratique, l'ONU n'a jamais réglé le conflit. Et laquelle de ces deux missions a été pour vous la plus difficile humainement? Alors en fait, moi, la première, ces deux missions ont été intenses. Pour moi, c'est deux points d'orgue, si vous voulez, au milieu de ma carrière militaire. Deux missions courtes, à chaque fois, très courtes, mais très denses. Vous comptez pas les heures, les jours et les nuits s'enchaînent les unes derrière les autres. Et vous vivez à coups de café et de barres de chocolat, parce qu'il faut tenir. Mais la première, au Rwanda, j'y suis allé avec les idées nobles de porter secours à des populations victimes d'une tragédie épouvantable, qui consiste à s'entretuer entre voisins, au sein d'une même famille, entre Hutus et Tutsis, des choses atroces. Et on est en 94, on est 5 ans après la chute du mur de Berlin, on est 3 ans après l'effondrement de l'URSS, et en fait, ça m'a permis de comprendre que le monde était en train de changer en réalité. Et ça m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais dans ma tête jusque-là comme vérité fondamentale, l'OTAN face au monde communiste, nos amis américains, nos alliés britanniques, la paix avec nos anciens ennemis allemands, etc. Tout ça, c'était du virtuel. Et qu'en réalité, nous allions vers une fragmentation, vers une multipolarisation des choses,
et que rien n'était simple en fait, et que d'ailleurs l'URSS n'était plus, qu'on était en train de voir quelque chose d'émerger difficilement en Russie à l'époque, avec des conditions économiques dramatiques, etc. Et on commençait à parler on commençait à voir se reconstituer la foi orthodoxe en Russie, et en même temps on voyait, si les gens veulent comprendre un peu les choses, il faut lire absolument cet ouvrage d'Eric Branca, L'ami américain, que l'on trouve aujourd'hui en France en collection poche. Alors, je ne sais pas s'il est traduit en serbe, mais ça vaudrait la peine parce que ça permet de comprendre la complexité de la relation franco-américaine, mais c'est déjà très ancien, je veux dire. Vous parliez d'un de mes oncles, le général à 30 ans, nommé par De Gaulle, compagnon de la Libération, qui en 1946, 47, 48 rejoint le général de Gaulle au sein du Rassemblement du peuple français, le RPF, qui est le parti créé par De Gaulle, le parti anti-parti, si je puis dire, créé par De Gaulle à ce moment-là. Et De Gaulle lui confie la partie défense et affaires étrangères. Et l'envoie en mission en 48 aux États-Unis avec une lettre de mission qui est très claire. En clair, en résumé, méfiez-vous de nos amis américains. Et ça recoupe tout à fait le livre d'Eric Branca. Donc, et moi je comprends tout ça. Alors le Rwanda, ça a été pour moi très difficile, pas sur le terrain parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes et on a eu le sentiment de faire ce qu'on pouvait face à un drame qui nous dépassait tous, mais on a eu le sentiment de faire notre boulot, et je dirais de Français et de chrétiens à mon avis, enfin à mon sens. On a sauvé des vies humaines et ne serait-ce que moi j'ai toujours contact avec une dame dont nous avons sauvé la vie, celle de ses 3 enfants, qui continue de m'écrire, ça fait maintenant plus de 30 ans, et je me dis on aurait sauvé que cette famille-là, mais ça justifiait déjà notre opération, vous voyez. Or on a sauvé bien d'autres. Voilà. Donc, et ce qui m'a choqué, c'est au retour d'être attaqué dans la presse française, de voir des groupes de pression s'en prendre à l'armée française pour s'en prendre en fait à la politique internationale de la France en Afrique à ce moment-là, ce qui est encore autre chose, à mon avis, parce que l'armée française, elle a fait son travail et elle l'a fait noblement avec ses valeurs d'humanisme profondes et sans larmoyer, hein, de manière très concrète, pendant toute cette opération au Rwanda. Voilà. Alors on s'est fait accuser de tous les maux, on s'est fait accuser de complicité de génocide, voyons, il n'y a pas de limite. Hein. Et derrière tout ça, c'est toujours les mêmes groupes de pression, c'est toujours les mêmes personnalités, le clan démocrate et néoconservateur américain, les Clinton en particulier, pour ne citer qu'eux, ou mon ami Madeleine Albright, qui à l'époque du Rwanda est l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, et qui, 5 ans plus tard, est secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, et aux commandes, en ce qui concerne la Serbie, le Monténégro, le Kosovo Metochi, et dont le poulain s'appelle Hashim Thaçi, voyez, comme son précédent poulain s'appelait Paul Kagame, le dictateur sanglant qui a mis l'Afrique des Grands Lacs à feu et à sang depuis maintenant 30 ans, et c'est des millions de morts, hein. C'est des millions de morts. Les Grands Lacs, on estime entre 8 à 10 millions de morts, dans des conditions atroces, hein, dont personne ne parle, ça n'intéresse personne. C'est le Congo d'aujourd'hui, en fait. C'est le combat de la République démocratique du Congo, la RDC, qui est un géant au pied d'argile, si vous voulez, face au petit Rwanda, qui est une espèce de Prusse africaine, surmilitarisée, surarmée, ethnicisée à un point extrême, au profit de la minorité Tutsi, et qui utilise le prétexte réel du génocide de 94 pour se dédouaner de toutes les actions les plus atroces que ce régime commet depuis 1994. Voilà, et vous retrouvez toujours les mêmes acteurs, y compris français. Vous avez toujours la figure
extraordinaire de Bernard Kouchner au milieu, qui est à la fois un ami de Paul Kagame et un ami de Hashim Thaçi, pour résumer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et je comprends tout ça, pas tout de suite, ça vient... Première étape de la compréhension, c'est le Rwanda, 94. Deuxième étape, c'est mon engagement au Kosovo Metochi en 1999. Et là, c'est la raison pour laquelle je dis, je vais quitter l'armée française, que j'aime pourtant, hein, et que j'aime toujours profondément, parce que c'est ma famille aussi, mais dans laquelle je me dis, il faut que je récupère ma liberté de parole et d'action. Voilà. Et donc je suis parti pour ça. J'allais vous demander quel est l'état de la société rwandaise aujourd'hui, si les Tutsis et Hutus cohabitent pacifiquement, mais il semble... Alors là, la société rwandaise aujourd'hui, elle est dominée par les Tutsis, si vous voulez, qui ont repris le pouvoir qu'ils avaient avant 1960, hein, puisque c'était un peu la caste aristocratique qui dominait le pays, avec à sa tête un mwami, un roi. Alors le roi n'existe plus, c'est une république, mais c'est une république Tutsi, hein. Après avoir été une république Hutu de 1961 à 1962 à 1994. Bon. La république Tutsi a succédé à la république Hutu, je dirais avec des travers encore plus accusés. C'est-à-dire que il n'y a pas de place pour les contradicteurs et les Hutus en particulier, sauf les Hutus ralliés, qui sont un peu les Hutus de service qu'on montre pour dire non, on n'est pas du tout un régime ethnique, ce qui est en réalité le cas. Voilà, c'est un régime dictatorial, le Rwanda aujourd'hui. Vous vous faites arrêter, vous faites jeter en prison, vous faites assassiner, vous ne savez pas pourquoi. Moi je pense au magnifique chanteur Kizito Mihigo, que l'on peut retrouver sur YouTube, qui est un Tutsi, survivant du génocide, qui sera tué dans sa prison, où il a été jeté il y a maintenant déjà quelques années, tout simplement parce qu'il prêchait en tant que chrétien la réconciliation et le pardon entre les deux communautés qui se sont fait du tort mutuellement à des périodes différentes, etc. On va pas refaire l'histoire du Rwanda, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors la société rwandaise aujourd'hui, c'est une société fracturée, qui ne tient que parce qu'il y a la poigne de fer de Paul Kagame, qui est un dictateur impitoyable, et qui donc ne tolère absolument aucune dissonance. Il a acheté en prison une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est Victoire Ingabire, candidate, jeune femme qui a échappé, si vous voulez, à la période du génocide. Elle vivait en Europe à ce moment-là, elle faisait ses études, mariée en Hollande, avec des enfants en Hollande, et elle est rentrée dans son pays pour apporter une voix d'opposition à Kagame aux élections présidentielles. Ça doit faire 2 mandats déjà. Et elle a été immédiatement jetée en prison. Et tondue, les fers aux pieds, c'est des procédés communiste, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, d'une autre époque, hein. Stalinien, je dirais. Et elle est toujours là-bas. Elle a été relibérée après. Il y a eu beaucoup de pression des organismes internationaux pour la faire libérer. Elle est de nouveau en prison actuellement. Dès qu'elle dit un mot de travers qui déplaît au maître des lieux, vous voyez. Je pense à mon sous-préfet de 1994, Théodore Munyangabe, qui est détenu depuis 1999, donc sans discontinuer, alors qu'il a été un sous-préfet exemplaire pendant le génocide, que c'est la raison pour laquelle, quand j'ai pris la responsabilité de la préfecture, dont le préfet avait fui, les autres sous-préfets avaient fui, etc., mais lui était resté, parce que, ayant secouru son prochain, à l'époque, je l'ai récupéré avec moi pour m'aider à remettre de l'ordre dans cette préfecture et la remettre. Et quand je suis parti, j'avais peur pour lui, mais il a préféré rester en disant non, je vais rester, tout le monde peut témoigner pour moi, et il faut rebâtir ce pays, etc. Et du coup, il a été jeté en prison sous des prétextes fallacieux parce qu'il était Hutu, si vous voulez.
Et il y est depuis 1999. C'est d'une iniquité, d'une injustice profonde. Sa femme est au Rwanda parce qu'elle ne veut pas le quitter, donc pour aller le visiter en prison, etc. Et ses enfants sont tous en Europe aujourd'hui, se sont installés en Europe, développent leur vie en Europe. Mais c'est dramatique, vous voyez. Et moi, ça, c'est quelque chose à laquelle je pense pratiquement tous les jours. Je pense à lui tous les jours. Il est dans ma prière. Parce que il était né en 55 comme moi. Il avait 6 enfants comme moi. Et depuis 99, il n'a pas vu ses enfants. Et il est privé de liberté. Il est soumis à une pression morale, physique et psychologique intense, dans des conditions de détention qui sont lamentables. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur ce régime. Et alors, pour changer un peu, votre ouvrage « L'Europe est morte à Pristina » est sous-titré « Guerre au Kosovo, printemps-été 99 ». Pourquoi, selon vous, appelle-t-on encore en Occident de nos jours « guerre au Kosovo », ce qui, en réalité, a été l'agression de l'OTAN sur la Serbie de 1999 ? Ça me semble assez réducteur. Oui, ben non, ne faisons pas de sémantique, si vous voulez. Mais alors, le titre « L'Europe est morte à Pristina », c'est moi qui l'ai trouvé et qui l'ai imposé, si je puis dire, avec son assentiment à mon éditeur. Guerre au Kosovo, c'est vous dire simplement, nous, occidentaux, nous avons déclenché une guerre contre la Serbie qui s'est matérialisée spécifiquement au Kosovo, puisque c'était l'objectif de cette guerre, c'était de séparer le Kosovo de sa mère patrie, et que ça a fonctionné, avec une agression aérienne sans précédent, 78 jours de bombardement sur la Serbie, et dont le Kosovo bien sûr, en particulier le Kosovo, avec une agression qui est inqualifiable de tous les pays de l'OTAN réunis contre la Serbie, un pays agressé par une coalition internationale incroyable, au seul motif d'avoir voulu préserver l'intégrité territoriale de ses frontières et de ramener l'ordre dans sa province du sud du Kosovo, Metochi, parce que c'est ça la question en fait, face à une rébellion armée qui était soutenue par ces mêmes occidentaux après avoir été taxés pendant des années d'organisation terroriste. Je parle de l'UCK, dont le statut a changé brutalement quand les Américains ont décidé d'en faire un allié, alors que jusqu'à présent ils la considéraient comme organisation terroriste. On voit que tout ça n'a pas beaucoup de sens autre que comment dirais-je, l'hypocrisie la plus tenace et la plus évidente. Voilà. Alors, au cours de l'agression de l'OTAN de 1999, il y a eu 2 tentatives d'invasion terrestre depuis l'Albanie vers le sud du Kosovo-Metochi. En Serbie, ce n'est véritablement connu du grand public qu'à partir des années 2010, sous le nom de bataille de Košare, du nom d'un poste frontière avec l'Albanie, puis de la bataille de Pastrik, du nom de la montagne culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, non loin de là. Ces 2 offensives auxquelles a participé l'OTAN ont été repoussées par l'armée yougoslave. À l'époque, vous étiez stationné dans l'ex-république yougoslave de Macédoine, à Kumanovo. Étiez-vous informé de ces opérations et pouvez-vous nous en livrer quelques observations ? Alors, vous m'avez posé cette question, mais en fait, j'ignore tout de ces deux événements. À l'époque, moi, j'étais effectivement stationné à Kumanovo, au sud de Kumanovo, à partir du moment où les bombardements aériens ont commencé sur la Serbie. Mais je n'ai jamais entendu parler de ces 2 actions militaires que vous évoquez. Je peux rien vous en dire, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Voilà. Ce qui est assez étrange pour le commandant que j'étais à l'époque du groupement des forces spéciales françaises. J'étais à la fois placé sous commandement britannique, puisque mon chef était un général britannique, donc on peut ne pas exclure une certaine méfiance réciproque de sa part envers moi ou de ma part envers lui, c'est possible, mais eux étaient forcément au courant. Si il y a action, il y a eu, c'est évident. En tout cas, moi, j'en ai jamais été informé, j'ai jamais été au courant. Voilà. Et j'en ai jamais entendu parler, même côté serbe, jusqu'à vous, en fait, jusqu'à maintenant. D'accord.
Alors, depuis 30 ans, comme vous le savez, il y a un nettoyage ethnique à bas bruit des Serbes qui se produit à travers l'ex-Yougoslavie, et en particulier au Kosovo-Metochi, quotidiennement. L'Occident condamne pour la forme, sans prendre de mesures pour le faire cesser. Pourquoi les médias, même indépendants, qui ne sont donc pas affiliés au pouvoir politique, n'en parlent pas régulièrement, selon vous? En Allemagne, en Angleterre, ça peut se comprendre, puisqu'ils ont une position globalement hostile envers les Serbes, mais en France, où il y a eu, comme vous l'avez rappelé dans le passé, une longue tradition d'amitié avec la Serbie, en particulier dans la Grande Guerre, c'est un peu incompréhensible, même si depuis Chirac, le pouvoir politique concernant les Balkans, c'est globalement aligné sur Washington. Vous venez de répondre en fait à la question, c'est-à-dire que en réalité, tant que nous avons vécu sur l'ère gaulliste, si je puis dire, De Gaulle auquel on peut faire d'autres reproches, mais pas celui-là. L'indépendance et la souveraineté de la France, c'était son axe principal. Et il faut relire ses déclarations. En particulier, il faut lire les livres d'Alain Perfit. C'était De Gaulle, parce que c'est une mine d'informations très concrètes. C'est un verbatim, si vous voulez, extraordinaire, qui nous rappelle la pensée visionnaire du général De Gaulle. Mais à partir du moment où est arrivé au pouvoir Valéry Giscard d'Estaing, on change de registre. Valéry Giscard d'Estaing, c'est un européiste, atlantiste, convaincu. Ce qui est amusant, c'est de voir que Macron se situe un peu d'ailleurs dans cette ligne. Il fait référence de temps en temps à Giscard d'Estaing. Et puis on voit arriver Mitterrand, qui à mon avis a plus d'idées de la souveraineté française. Je rappelle sa phrase à propos de la Serbie à Bernard-Henri Lévy, qui cherchait à l'entraîner sur le terrain de la guerre à la Serbie. Moi vivant, vous m'entendez bien, moi vivant, jamais la France ne fera la guerre à la Serbie. C'est le dernier sursaut, si je puis dire, parce qu'après, effectivement, Jacques Chirac arrive. Jacques Chirac qui n'a pas de culture historique, alors au contrario de François Mitterrand, qui était un homme pétri de culture, et en particulier de culture historique, littéraire, etc. Jacques Chirac, c'est pas le cas. Jacques Chirac, c'est un buveur de bière et un mangeur de tête de cochon, mais sympathique, très sympathique, qui a fondé beaucoup de sa réussite politique sur cette empathie naturelle avec les gens, avec la manière simple de leur parler, d'être avec eux, etc. Mais c'est pas j'allais dire quelque chose de méchant, c'est pas un intellectuel, hein, c'est pas même pas un intellectuel, c'est même pas enfin je veux dire, il n'a pas de culture historique. Or, la culture générale, c'est la véritable école du commandement, comme l'avait dit De Gaulle. Donc, quand vous n'avez pas la culture générale, et en particulier historique, eh bien, vous n'êtes pas un chef d'État à la hauteur. C'est ce que je pense profondément de Jacques Chirac. C'est ce que je pense profondément de Nicolas Sarkozy, qui lui a succédé, et qui connaît les ennuis dont on parle aujourd'hui. C'est exactement la même chose pour François Hollande, et c'est encore pire pour Emmanuel Macron. Ces gens-là n'ont absolument pas voilà. Et c'est pour ça que, alors j'en veux beaucoup à Nicolas Sarkozy, qui a fait rejoindre le commandement intégré de l'OTAN à la France, que De Gaulle nous avait fait quitter en 1966. Sarkozy nous y a ramenés, donc assujection complète aux États-Unis d'Amérique. Sarkozy porte une responsabilité écrasante dans ce domaine. C'est un Américain, Sarkozy, c'est pas un Français, ni un Hongrois. C'est un Américain. Et donc il a assujetti la France aux États-Unis d'Amérique. Et ça se traduit dans les médias, qui sont le reflet de la politique et vice-versa, et ça se traduit dans l'opinion, et quand on a commencé à diaboliser la partie serbe, parce que le plan américain était d'éclater la Yougoslavie, et d'amoindrir les entités issues de la Yougoslavie, en particulier la Serbie. La haine tenace de Madeleine Albright contre les Serbes n'a pas besoin d'être démontrée, elle l'a suffisamment proclamée elle-même. Eh bien, nous sommes alignés. Et ce dont ne voulait pas Mitterrand, malgré tous ses défauts par ailleurs, eh bien, Chirac a commencé de le faire en se rapprochant de l'OTAN. Sarkozy l'a entériné et les autres ont suivi. Voilà. Et ça explique aussi pourquoi nous en sommes là aujourd'hui de notre politique étrangère, qui est totalement soumise aux intérêts américains et absolument
oublieuse des intérêts français. Nous avons oublié nos intérêts nationaux. Nous les méprisons, nous les ignorons, et nous les avons mis de côté radicalement depuis maintenant quelques mandats présidentiels. Alors, chez les Serbes domine l'idée générale que la destruction de la Yougoslavie entre 91 et 99 n'a été qu'une répétition minutieuse pour ce que certains cercles dans les grandes puissances occidentales avaient prévu pour la Russie, laquelle a réagi dans l'urgence en Ukraine en 2022, donnant lieu à ce conflit sanglant auquel on assiste depuis. Quel est votre sentiment? Qui peut avoir un projet de si long terme? Sont-ce des militaires, des politiques, des administrations? Non, vous avez, en gros, aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, les vieilles étiquettes politiques ont tendance à bouger, à mon avis. C'est-à-dire que vous avez eu traditionnellement droite-gauche, progressiste, conservateur, etc. Alors ça existe toujours en toile de fond, mais en réalité, aujourd'hui, on a se substitue à ça, à mon avis, deux camps. Un camp qui est globaliste, mondialiste, dont font partie les euro-atlantistes, l'incarnation parfaite étant Emmanuel Macron en France aujourd'hui, hein. L'incarnation parfaite étant au niveau de l'Union européenne étant Ursula von der Leyen, bien sûr, mais aussi les Soros, les Bill Gates, les Clinton, tout ce monde particulier. Et de l'autre côté, les souverainistes. Alors les souverainistes, vous avez des souverainistes, pas forcément tous d'accord sur tout, hein. En France, vous avez des souverainistes de gauche et des souverainistes de droite. On a du mal à faire l'union en France, parce qu'en France, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, la tradition des tribus gauloises est forte, et on adore se taper sur la figure entre amis. Bon, on commence par ça en général. Et donc, on a du mal à faire émerger une personnalité qui rassemble, comme l'avait fait De Gaulle en son temps. Il faudrait une personnalité très forte et capable de rassembler les Français en leur donnant une direction et en leur disant voilà, il faut redresser le pays, mais ça va demander des efforts, mais voilà la direction et on l'assume. Bon, on est mal parti parce qu'on est plutôt dans la tendance inverse actuellement, hein. Noyer la France, qui devrait être un espèce de futur Länder de l'Union européenne aux ordres des Allemands finalement, et qui nous dicterait notre politique et puis notre vie quotidienne en réalité. Voilà, mais je pense que alors là, ce qui est intéressant, c'est ce qui bouge. Alors, ce qui bouge, c'est alors évidemment, il y a eu cette guerre en Ukraine qui est une tragédie, mais on a poussé Poutine à la faire, cette guerre. On l'a poussé parce qu'il y a une doctrine américaine qui est parfaitement résumée dans l'ouvrage de Brzezinski, qui définit la stratégie américaine à long terme, qui exclut toute autre puissance que les États-Unis d'Amérique dans le monde. Voilà. Donc on est dans un monde unipolaire, unipolariste, volontariste, et il en reste quelque chose, même avec Trump. Même avec Trump, on le voit tous les jours. Il dit être souverainiste, il dit encourager les souverainismes, etc. Et en même temps, il se comporte quand même comme un bon Américain, Make America Great Again, qui veut imposer quand même sa loi partout. Alors avec plus ou moins de bonheur, hein, on voit bien ces volte-face entre le sommet avec Poutine en Alaska et ses déclarations actuelles à hurler de frayeur face aux Russes aujourd'hui. On se dit quand même où il est dérangé, cet homme, il est à limite, ou il est sous pression de forces puissantes, souterraines, aux États-Unis d'Amérique, d'un État profond, le Deep State américain, qui veut lui imposer de rectifier sa politique naturelle. Alors en même temps, il est prisonnier parce qu'il a un électorat face à lui, etc. Mais on voit bien que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors heureusement à côté, vous avez des contrepoids. Moi, ce que je regrette, c'est que la France ne soit plus un contrepoids. La France s'est diluée dans un ensemble, dans un magma européen. De Gaulle aurait appelé ça un machin. Il en avait pressenti d'ailleurs la direction future, en disant
Mais quand on sait comment l'Union européenne a été constituée, avec les Jean Monnet, etc., on n'est pas étonné, si vous voulez. C'était le but, c'était l'origine de l'opération. Donc, moi je pense que l'Union européenne et l'OTAN ne vont pas survivre à la guerre en Ukraine. C'est ma conviction. Elles vont se dissoudre d'elles-mêmes. Et ce sera la renaissance des nations. Et je m'en réjouis parce que les nations peuvent s'entendre. Les nations peuvent s'entendre sur une base égalitaire, sur une base de respect mutuel, de leurs intérêts mutuels. La Russie n'est pas notre ennemi, à nous Français. Chateaubriand le disait déjà en son temps, la Russie comme la France, c'est les deux pôles d'équilibre de l'Europe. Elles n'ont pas de frontières communes, elles n'ont pas casus belli en commun, elles ont la possibilité d'être au contraire l'équilibre de l'Europe. Chateaubriand. De Gaulle a repris la même idée en fait, en parlant de la grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Et c'est ce dont les Américains ne veulent à aucun prix. Parce qu'une Europe qui va de la France à la Russie, c'est une Europe puissante. C'est une Europe puissante, forte de ses valeurs, en particulier de son socle de valeurs chrétiennes. Et c'est intolérable pour la puissance américaine. Intolérable. Alors, c'est ce qui a mu les États-Unis d'Amérique dans leur politique vis-à-vis de l'Ukraine, pour séparer l'Ukraine de la Russie, pour mettre un fossé profond au milieu de l'Europe. Et c'est ce qui a provoqué l'orientation actuelle de la Russie vers la Chine, parce que la nature a horreur du vide. La Russie, pointée du doigt par les Occidentaux, ou ce qu'il en reste, a besoin d'alliés, et aujourd'hui elle a les 2 tiers de la planète comme alliés, avec les BRICS, pour résumer les choses. Alors, il y a eu aussi 2 autres conflits qui sont totalement passés sous silence en France. Je parlais de l'Arménie et de Chypre. Oui. Alors, une fois le nettoyage ethnique par les Azéris entrepris dans le Nagorno-Karabakh il y a 2 ans maintenant. De même, le tiers nord de Chypre est occupé illégalement par la Turquie depuis 50 ans. Dans les 2 cas, aucune réaction concrète de l'Occident. Ces 2 régions ont comme dénominateur commun la Turquie. Pourquoi, selon vous, y a-t-il une telle mansuétude de l'Occident envers la Turquie? Alors, c'est une excellente question. Mais si vous voulez, d'abord, vous avez des minorités turques très importantes en Europe de l'Ouest aujourd'hui, en Allemagne en particulier. L'Allemagne, toujours au cœur du dispositif européen. Vous en avez en France aussi, hein, qui sont capables de vous mettre une ville comme Dijon à feu et à sang. Hein. Donc vous avez des politiques, des gouvernants en Europe de l'Ouest qui sont d'une prudence de chat face à ces enjeux qui ne devraient pas être tabous et qui devraient être au grand jour. Et donc on en revient à nos équilibres internes qui sont gravement menacés par des populations étrangères qui ne veulent en aucun cas s'assimiler et qui veulent exporter leur... Erdogan a encouragé ces communautés étrangères en Europe turques à affirmer leur identité turque, et dans tous les sens du terme. Les minarets sont les pointes de nos ce sont nos épées en fait. C'est la formule à peu près qu'il avait prononcée. Et c'est la plus puissante armée terrestre de l'OTAN aujourd'hui, excepté les États-Unis d'Amérique. Oui, qui le sait, la Turquie fait partie de l'OTAN. Et c'est la plus puissante armée terrestre de l'OTAN, avec des capacités industrielles réelles, le développement d'armements sophistiqués, les drones en particulier, qu'ils vendent dans le monde entier d'ailleurs, avec une pénétration... la volonté d'Erdogan, c'est de reconstituer en fait l'Empire ottoman. Donc vous voyez bien que pour Chypre, dont vous parliez un instant, on assiste actuellement à un renforcement militaire très important de la partie nord de Chypre occupée par l'armée ottomane. Voilà. On voit bien la menace pour la Grèce, on voit bien la menace pour l'Europe, pour les Balkans. Erdogan a joué avec un chantage subtil sur les migrants syriens, les migrants irakiens qui passent par la Turquie, etc. Je lâche les migrants vers l'Europe, toujours dans le même but, déstabiliser l'Europe. Et en face de ça, vous avez une Union européenne défaillante. Une Union européenne qui
à supprimer tout ce qui pouvait être du ressort de nos souverainetés nationales. Il faut rétablir nos frontières, c'est évident, c'est la première chose à faire. Et le contrôle des populations et le retour dans leur pays d'origine des communautés inassimilables, c'est évident. Et il y a urgence, Donc voilà, la Turquie n'a jamais été un facteur de stabilité pour l'Europe, au cours des dernières années. Il y a eu d'autres époques où la Turquie a pu être utilisée en Europe pour jouer à l'époque des empires les uns contre les autres, mais ce temps-là est fini. On voit bien que la Turquie d'Erdogan, c'est une volonté impérialiste. Alors, votre dernier ouvrage, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, qui me semble faire de vous l'un des rares auteurs francophones à avoir produit une analyse posée, qui permet de comprendre la situation géopolitique réelle en Ukraine. C'est un des rares recueils factuels de beaucoup d'éléments qui sont pourtant tous publics, mais qui, avec le temps et leur mise sous silence par les médias, sont globalement oubliés. De fait, ce factuel, je ne suis pas surpris qu'il n'ait pas eu la couverture médiatique qu'il mérite, et je voudrais vous demander, à entendre certains observateurs, l'Occident a vidé ses stocks d'armes et munitions au profit de l'Ukraine, il n'en a plus pour lui-même, il est loin d'avoir la capacité de production pour les reconstituer rapidement. L'Ukraine n'aurait-elle pas déjà dû avoir capitulé ? Moi je pense que si, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'ai vu dans certains journaux que quelques camarades et moi, et non des moindres, le général Pinatel, le général Morin et d'autres, et moi-même étions accusés d'être des agents pro-russes. Ça me ferait mourir de rire, cette accusation, parce qu'en fait nous sommes des agents pro-français, nous sommes des agents patriotes. Nous, ce que nous dénonçons, c'est les erreurs stratégiques fondamentales de la politique française depuis des années, et en particulier dans l'affaire ukrainienne depuis 2022. Ce conflit n'était pas le nôtre, il était provoqué par les États-Unis d'Amérique, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. L'Europe aurait dû réagir à ça, comprendre que c'était une opération dirigée contre l'Europe, précisément. Mais elle l'a pris au sens le plus mesquin du terme, de l'Union européenne. L'Union européenne allemande, encore une fois, et pro-allemande, et pro-OTAN. Et donc, nous avons, dans cette affaire, si vous voulez, on s'est trompé de combat, et on s'est entêté, en plus. Alors que Macron n'avait pas si mal démarré, au départ, quand il avait reçu Poutine à Versailles, au début de son premier mandat, quand il l'avait revu au fort de Brégançon, quand il avait, au début de cette guerre en Ukraine, quand il avait dit il faut comprendre aussi les intérêts vitaux de la Russie, il n'avait pas si mal démarré, mais probablement sous la pression des États-Unis, de l'administration Clinton, Biden, lapsus d'ailleurs, parce que c'est la même chose. Il a complètement inversé son truc et il s'est radicalisé pour le pouvoir néo-nazi, parce qu'il faut l'appeler comme tel, de M. Zelensky et de ses milices, Azov, j'en passe. Il s'est radicalisé et il a choisi le mauvais combat. À partir de là, étant d'une arrogance et d'un orgueil monstrueux, il ne veut pas faire machine arrière. Erreur colossale, qui lui coûtera cher, j'en suis persuadé, et qui coûtera cher, en particulier dans les livres d'histoire un jour. Il a encouragé ce conflit qui détruit le potentiel humain, la jeunesse ukrainienne, celle qui n'est pas partie à l'étranger. Et Dieu sait si l'Ukraine a connu une évaporation démographique considérable, puisqu'on est maintenant un pays qui tourne autour de 30 millions, alors qu'il était à plus de 50 millions au moment de l'indépendance liée à l'issue de la chute de l'URSS, et que cette jeunesse est martyrisée, elle est meurtrie, elle est combien de rescapés sont dans leur corps ou dans leur tête détruits pour le restant de leur vie. Donc la responsabilité, elle est gravissime. Et cette responsabilité, elle est occidentale. Elle a pour nom Biden, elle a pour nom
Boris Johnson, elle a pour nom Emmanuel Macron, elle a pour nom maintenant, bien sûr, Ursula von der Leyen, elle a pour nom Merz, elle a pour nom Starmer. Ce sont des fous de guerre qui ne veulent pas, par orgueil, reconnaître la défaite de cette opération qui n'était pas la nôtre, qui n'avait rien à voir avec l'Europe de l'Ouest, ni avec la France en particulier, et qui nous a été imposée par l'OTAN et par les États-Unis d'Amérique, qui connaissent une défaite en Ukraine, qui connaissent aujourd'hui une défaite. Et cette défaite était prévisible. Nous l'avions dit avec les camarades que je citais tout à l'heure, nous l'avions dit dès le démarrage. La petite Ukraine, même secourue par les 30 pays de l'OTAN, ne pouvait pas s'imposer face à la puissance militaire, militaro-industrielle, reconstituée très rapidement par la Russie, avec cette profondeur stratégique qui est la sienne, le nombre de fuseaux horaires de la Russie, adossé maintenant à la puissance des BRICS, en particulier de la Chine, de l'Iran. Voilà, nous avons fait le contraire de la politique que nous aurions dû suivre. Le contraire de la politique que nous aurions dû suivre. Et nous, Français, nous avions, grâce à notre tradition westphalienne, notre tradition Chateaubriand, notre tradition Richelieu auparavant, Chateaubriand, De Gaulle, nous avions une position de médiateur formidable, mais non pas de parti pris dans cette guerre. Et nous avons pris parti dans cette guerre, au point que notre armée est exsangue, que nous sommes fatigués financièrement et économiquement, que nous sommes au bout du rouleau. Voilà. Et merci Monsieur Macron qui a permis tout ça avec une volonté et une détermination sans faille. Pour conclure, oui, cher Slobodan, vous m'avez demandé de lire un petit passage d'un excellent ouvrage qui s'appelle « Au cœur de la Serbie », écrit par votre ami Miloslav Samardžić, et dans lequel je relève, c'est au chapitre 36, page 170, la réflexion en fait d'un officier tchétnique, si je ne me trompe pas, et je vous lis ce passage parce qu'il est très intéressant. Il met en exergue un grand écrivain français. C'est bon aussi à rappeler aux incultes qui nous gouvernent, qui était un profond ami du peuple serbe, de la nation serbe, Victor Hugo. Alors Smiljanić ne put se retenir d'engager la conversation sur son sujet favori, le spiritualisme. Il ignorait comment Gheorghié allait réagir. Il était convaincu qu'il pourra résoudre son dilemme, mais se demanda-t-il quel en sera le prix. Il avait commencé à s'intéresser au spiritualisme avec les œuvres de Victor Hugo. Le grand écrivain et ami des Serbes l'avait amené imperceptiblement sur un terrain dangereux. Puis la terrible année 1941 avait fait le reste. De toute façon, même Victor Hugo s'était tourné vers le spiritualisme après des épreuves difficiles, quand sa fille Léopoldine avait perdu la vie et quand il avait été chassé de sa patrie. Il appelait le spiritualisme la Bible de l'avenir. Et il ne l'avait pas renié, même quand il avait été accueilli à Paris avec des lauriers en 1870, après la destitution de Napoléon III et la chute du Second Empire. Smiljanić donnerait n'importe quoi pour que ce soir, Gheorghié lui apporte une réponse à son interrogation. Quelle est la part de réel et celle du fruit de l'imagination de l'artiste dans les descriptions par Victor Hugo de l'invocation des défunts et les conversations avec eux? Il décida de placer une discussion au-dessus de Notre-Dame de Paris, dans l'espoir qu'on en arriverait aux séances spirites de Jersey. Mais Janko le devança en abordant l'article de Victor Hugo pour la Serbie. Pour la Serbie. Pour la Serbie. S'il ne tenait qu'à moi, chaque Serbe aurait à apprendre ce texte par cœur. Entendez, messieurs, et écoutez les mots de l'écrivain d'entre tous les écrivains. Je cite. Il devient nécessaire d'appeler l'attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit, à ce qu'il paraît, que les gouvernements semblent ne point l'apercevoir. Ce fait le voici, on assassine un peuple. Où? En Europe. Ce fait a-t-il des témoins? Un témoin, le monde entier. Les gouvernements le voient-ils? Non.
Ne croyez-vous pas, messieurs, qu'après si longtemps, tout est pareil? Hélas, oui, mais je crains, mon lieutenant, que de cette façon, nous allons encore parler de politique. Eh bien, voilà, cher eh bien, merci, Slobodan, ce que je voulais citer parce que je pense que c'est un beau passage. Miloslav Samardžić, general Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta. 5 knjiga sa popustom. Najobimniji rad o generalu Draži i Drugom svetskom ratu na našem tlu. Knjige imaju 3700 strana u tvrdom povezu većeg formata. Sadrže 8000 fusnota s pozivom na četnička, nemačka, partizanska i druga dokumenta. Sadrže i 400 odabranih fotografija koje prate događaje. U 5 knjiga obrađene su borbe četnika protiv svih neprijatelja, kao i politička pozadina događaja. Princip autora bio je: nema preskakanja spornih tema. Sve mora da se objavi. Izvod iz recenzije istoričara Aleksandra Dinčića. Vrednost Samardžićevog rada leži u činjenici da je primenio jedan novi, istoriografski najpoželjniji vid pisanja. Da dokumenta sama govore. Jednom rečju, prava vojna istorija. Cena kompleta sa popustom 8800 dinara. Cena za prvi, drugi i treći tom posebno po 2200 dinara. Cena za četvrti i peti tom posebno po 2800 dinara. Poručbine preko telefona ili Vibera 064 188 0990 ili na mail pogledi.kg@gmail.com. Plaćanje poštaru prilikom preuzimanja knjiga. Poštarina uključena u cenu. Novo. 5 knjiga Miloslava Samardžića sa velikim popustom. U kompletu su sledeće knjige. Prva. Draža, život i legenda. Biografija jednog od najznamenitijih Srba 20. veka. Zašto se i danas skrivaju velike pobede Dražinih četnika? Draža kao nacionalni lider. Dražin put od junaka zapadnog sveta do sukoba sa zapadom. Druga knjiga u ponudi. Bosanska Golgota 1944-45. Sudbina 50.000 četnika iz Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Njihove poslednje velike bitke protiv partizana i ustaša. Sudbine komandanata i civila. Treća knjiga. Ravnogorke. Knjiga o jednoj od najmasovnijih ženskih organizacija u srpskoj istoriji ratovanja. Četvrta knjiga. Vojvoda Đujić i Dinarska četnička divizija. Biografija proslavljenog četničkog komandanta i istorijat njegove jedinice. Peta knjiga. Roman Borački krš. Sudbina dve srpske porodice u vihoru Drugog svetskog rata. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 3800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. 4 knjige izdavačke kuće Pogledi za samo 2700 dinara. Prva knjiga, Miloslav Samardžić, Srbi protiv Wehrmachta, nepoznata nemačka dokumenta. Knjiga je napisana na osnovu dokumenata koja je autor nabavio u Bundesarhivu. Dokumenta su objavljena samo u ovoj knjizi. U jesen 1943. Nemci su iz dana u dan beležili kako su ih četnici pobeđivali na pravcu Višegrad-Sarajevo. Ekskluzivna dokumentovana priča o najvećoj operaciji protiv sila osovine van glavnih frontova u Evropi. Druga knjiga, Miloslav Samardžić, Krvavi Vaskrs 1944. Saveznička bombardovanja srpskih gradova. Zašto su saveznici bombardovali centralne zone srpskih gradova po tepih sistemu, dok su u gradovima na zapadu Jugoslavije gađali vojne objekte na periferiji? Treća knjiga, Predrag D. Ivanović, Ko su Ljotićevci, jedna od najvažnijih knjiga srpske emigracije iz pera predratnog beogradskog pravnika. Četvrta knjiga, Vladimir Đorđević, Krvavi Božić, istinita priča o stradanju srpskog naroda 1945. godine. Po motivima ove knjige ekranizovana je istoimena drama. Sve 4 knjige možete poručiti za samo 2700 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Da osveti naše stare što su slavno pali, svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Da osveti naše
naše stare, što su slavno pali, svoje žiće za slobodu i Srbiju dali. Beli ono krunu nosi prvog srpskog tića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Beli ono krunu nosi prvog srpskog tića i znamenje stare slave prvih Nemanjića. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. Edicija Komandanti iz pera Miloslava Samardžića. Knjige o generalu Draži, Račiću, Kalabiću i Paloševiću za samo 2600 dinara. General, istorijski roman o ključnim događajima iz 1943. godine. Kako je general Draža komandovao najvećim operacijama protiv osovine pod pritiskom Engleza u pozadini, a Nemaca i partizana na frontu. Ovaj roman je filmska priča za igrani film General. Knjiga o Račiću, biografija glavnog Dražinog vojskovođe. Sve Račićeve bitke protiv Nemaca, ustaša i komunista. Istina o Kalabiću, 5. dopunjeno izdanje najčitanije knjige Pogleda. Istina o pravom i lažnom Kalabiću. Major Palošević, ratni put jednog od prvih Dražinih komandanata. Sve 4 knjige možete poručiti za samo 2600 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.